Bonjour à tous. Je suis bien contente de vous accueillir aujourd'hui et surtout d'accueillir mon invitée, Saléha Ederali, qui est une spécialiste en international. Aujourd'hui, on va parler de la Convention de Singapour, son application. Et avant de parler de la médiation internationale, les défis, les enjeux, tout ça, j'aimerais vous présenter mon invitée. Alors, Saléha Ederali est avocate, médiatrice et arbitre à l'international. Elle est membre du barreau du Québec depuis 2007, donc ça fait 15 ans, ma chère. J'ai fait le calcul. Des fois, on parle le nombre d'années. Hein? Elle est titulaire d'une maîtrise en droit commercial international. Elle a fait une thèse de maîtrise qui traitait, entre autres, de l'arbitrage international et elle s'est méritée un prix de publication. Elle est chargée de cours à la Faculté de droit de l'Université de Montréal depuis 2011. Elle enseigne notamment le droit commercial international et les modes de règlement de conflits à l'amiable. Tout récemment, vice-présidente à la Convention collective du syndicat des chargés de cours de l'Université de Montréal. Donc, elle occupe des fonctions du côté syndical, différents attributs. Donc, ça, c'est un plongeon aussi du côté du travail. Elle a fondé son cabinet en 2021 et elle offre des services de médiation et d'arbitrage à l'international. Elle a été sélectionnée pour faire partie du comité consultatif en vertu de l'article 31.22 de l'accord Canada-États-Unis-Mexique, qui est l'accord qui a remplacé celui de l'ALENA. Et elle est coprésidente du sous-groupe sur la médiation. Donc, moi, je suis très contente qu'elle ait accepté mon invitation. D'un côté plus personnel, j'ai rencontré Saléha au barreau du Québec. Je l'ai formée comme médiatrice accréditée. Donc, c'est un parcours qu'on s'est croisés, puis on a maintenu un lien d'amitié. Donc, bienvenue, ma chère. Merci beaucoup de m'inviter et merci de m'accueillir aussi chaleureusement. Oui, oui. Alors, la fameuse Convention de Singapour, ça vise quoi exactement? La Convention de Singapour, c'est, si on veut, une manière d'aller légitimer la médiation internationale un peu plus, d'aller lui donner un petit peu plus, de la faire connaître. En tout cas, moi, je l'exprime comme ça. Parce que la médiation internationale, comme la médiation à l'interne, ça demeure un processus qui est peu connu des gens d'affaires. Donc, la Convention de Singapour, ce qu'elle vise à faire, entre autres, de la même manière que la Convention de New York est venue légitimer ou est venue donner des outils pour promouvoir l'arbitrage international, la Convention de Singapour vise à donner des outils pour promouvoir la médiation internationale en enlevant des barrières qui rajouterait, si on veut, qui complexifieraient le processus de médiation et les ententes qu'on aurait entre les parties. Qu'est-ce que tu veux dire par barrière? Bien, une des barrières qu'on retrouve à l'international, c'est l'exécution. Ah. Donc, quand on est en droit interne, on a un accord de médiation, puis quelqu'un décide qu'il ne respecte pas l'accord par la suite, l'entente de médiation, bien, on va le faire homologuer devant le juge. Donc, qu'est-ce qu'on veut faire comme une des barrières qu'on a, c'est qu'est-ce qu'on fait dans un cas si on a une entente de médiation suite à une médiation et que quelqu'un ne veut pas la respecter. Donc, on essaye de la faire, on essaye que cette entente-là qu'on la fasse respecter dans le fond. Et c'est ça que la Convention de Singapour vient faire. Elle enlève des barrières pour faciliter, si on veut, l'exécution de cette sentence. C'est ça, à quelque part, les acteurs d'une médiation, les commerçants, parce que c'est juste du droit commercial, hein, ça, il faut le dire. Oui, exact. C'est uniquement ça, là. C'est pas du civil, c'est pas du familial ou quoi que ce soit, c'est vraiment du commercial. Oui, pas de consommation, pas de travail, c'est vraiment du commercial, c'est pour les gens d'affaires. Oui, les gens d'affaires. Puis, on l'a appelé Convention de Singapour, mais c'est une créature des conventions des Nations Unies, là. Oui, le titre complet, quand on dit Convention de Singapour, c'est son petit nom, mais le titre au complet, c'est la Convention des Nations Unies sur les accords de règlement internationaux issus de la médiation. Donc, le petit nom qu'on lui donne, c'est la Convention de Singapour. C'est peut-être plus sexy. C'est plus court, en tout cas. Ça se fait bien. Mais tu sais, j'ai entendu la petite histoire que pourquoi ils ont appelé ça Singapour, c'est qu'une des représentantes sur les tables, parce que c'est beaucoup de travail, hein, arriver à ça, là, et c'était une dame de Singapour.
Et donc, on a voulu souligner toute sa contribution à la réussite de la signature de cette convention. Donc, ça, c'est parce que je me posais la question, j'ai trouvé ça à un moment donné. Donc, à quelque part, la Convention de Singapour, c'est le pendant de la Convention de New York pour l'arbitrage. Il y en a qui connaissent cette convention de New York. Ben, moi, c'est comme ça que je le vois. Puis mes collègues dans le sous-groupe de médiation, c'est comme ça qu'on le voyait un peu. C'est comme ça qu'on l'a présenté au comité consultatif. C'est de dire, écoutez, Convention de New York, en arbitrage, qu'est-ce qui se passait? C'est qu'on avait des sentences, mais là, on avait les gens, quand on a une sentence nécessairement qui ne faisait pas notre affaire, ben, on allait la contester. Puis là, on allait contester l'homologation. Et la Convention de New York, ben, ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a réduit, elle a fermé toutes les portes, si on veut, sur l'annulation de cette sentence-là, sauf dans des cas très particuliers, par exemple, dans l'article 5, il y a des modalités pour le respect de l'ordre public. Mais une fois que ta sentence, elle est adoptée, ben, elle est écrite, elle est communiquée aux parties, mais tu ne peux plus revenir en arrière. C'est ça. En médiation, c'est un petit peu la même chose. C'est ce qu'on appelle, Céline, tu l'appelais, je pense, le regret de l'acheteur. Hein? Le fait que quand on fait une transaction, quand on fait une entente. En fait, c'est la malédiction du gagnant. La malédiction. En fait, quand on fait une négociation, après ça, on pense, oh, j'aurais peut-être dû demander plus, oh, je me suis peut-être fait avoir, puis tout ça. Fait que c'est la malédiction du gagnant. Exact. Ouais. Et là, ce qui se passe, c'est que, bon, ben, j'ai un accord, puis en général, quand on fait un accord, on est d'accord. La plupart des gens veulent respecter l'accord. Et puis, bon, on passe à autre chose. Mais dans certains cas, si on ne veut pas passer à l'accord, mais comment on fait pour le faire reconnaître, cet accord-là? Donc, la Convention de Singapour, ce qu'elle est venue faire, c'est de donner, si on veut, des balises. Donc, dire, bien, on a un accord de médiation, il va être valide à moins d'avoir certaines exceptions ou à certaines conditions. Un peu comme on a fait avec la Convention de New York de 1958 avec l'arbitrage. Donc, moi, je trouve que c'est une bonne comparaison si on veut comprendre le but de la Convention de Singapour. Puis c'est une bonne nouvelle aussi à quelque part, pour la médiation, parce que dans le fond, ça vient dire, c'est quand même un exercice sérieux. Si vous vous embarquez, je pense aux acteurs, si vous vous embarquez là-dedans, ben c'est sérieux, là. C'est pas, on fait pas ça pour aller à la pêche ou pour voir qu'est-ce qu'on pourrait avoir comme entente, là. Attention, si vous avez une entente écrite, on peut passer à l'action. Effectivement, puis je disais tout à l'heure que ça ressemble beaucoup à la médiation interne, mais beaucoup de personnes ont cette même préoccupation-là quand ils sont en médiation à l'interne, en droit domestique. Il y a 3 jours, je faisais une médiation, puis c'était la même chose. Ils disaient, ouais, mais c'est parce qu'il veut juste se ramasser des preuves avant d'aller au procès. Et il y a cette perception-là qui existe aussi en médiation internationale. Il y a une méconnaissance du processus. Et à l'international, non seulement on rajoute la difficulté culturelle, parce que, tu sais, on n'a pas nécessairement les mêmes pratiques commerciales, par exemple, en Chine qu'au Danemark. Donc, on rajoute on rajoute une méconnaissance du processus, on rajoute la composante interculturelle, et là, on rajoute comment je vais faire pour le faire exécuter si jamais cette entente-là ne fonctionne pas. Donc là, je rajoute des coûts en plus, alors que le but, c'est d'éviter des coûts. C'est d'éviter des coûts. Puis quand on lit le préambule de la Convention de Singapour, on dit que c'est quelque chose qui va... ça prend... là, je lis qu'est-ce que j'ai lu, là. Ça prend en considération l'intérêt de tous les peuples, en particulier ceux des pays en développement. Qu'est-ce que toi, ça te dit, ça? En particulier ceux en développement? Souvent, on se dit à la médiation. Je sais, beaucoup de gens dans la salle sont des médiateurs. Je ne sais pas si des fois vous me le faites dire. Moi, je me le fais dire souvent. Moi, mon dossier, il est prêt. Je suis prête à aller moi, je suis prête à aller en médiation. Moi, je suis prête à aller devant le juge. Mon dossier est prêt. Mon dossier étant prêt, moi, je veux dire, la médiation, moi, je n'ai pas besoin d'aller là-dedans. Donc, qu'est-ce qu'on fait à ce moment-là? C'est que comment on fait pour démystifier, si on veut, ce processus-là en tant que tel? Puis comment on fait est-ce que ça vaut la peine pour aller en médiation? Donc, quelqu'un qui est dans un pays en voie de développement, peut-être que ça ne vaut pas la peine, mais eux, des fois, aller faire tout le processus d'arbitrage, aller faire tout le processus de litige, ça prend du temps, ça prend des sous.
parce qu'on a non seulement un avocat à payer, on a de la preuve, on perd du temps pendant ce temps-là. Donc, la médiation, mais ça me permet d'avoir une solution rapide, efficace, et je n'ai pas besoin d'aller dans toutes ces étapes-là qui fait qu'un pays en voie de développement, des fois, je veux juste, peut-être que ça fait mon affaire que j'ai peut-être pas 100% du montant auquel j'ai droit, mais je lis plus vite parce que ça va m'empêcher d'aller, tu sais, le calcul est le même qu'une personne en avant. On achète des fois la paix un peu, hein? Donc, c'est un peu le même concept pour un pays en voie de développement. Oui, c'est ça. Donc, c'est encore les avantages autant de la médiation quand on est à l'interne ou à l'international, la rapidité, c'est le moindre coût. On reste qu'on est maître du processus aussi. En médiation, ben, c'est pas une décision qui est imposée non plus, là. Donc, ça fait partie, j'imagine, des avantages autant à l'interne qu'à l'international. Mais il y a quelque chose que j'ai vu dans la convention, puis ça m'a un peu comme, oh non, le Canada n'est pas signataire. Non, il n'est pas signataire. Oh non! On a poussé fort là-dessus. Non, le Canada, ni les États-Unis, ni le Mexique ne sont signataires, mais d'une certaine manière, ce n'est pas surprenant parce que quand la Convention de New York a commencé, elle a été signée en 1958. Mais dans cette convention-là, pendant les 20 premières années de son existence, on avait, je pense, un peu moins de 50 pays qui avaient ratifié cette convention-là. Mm-hmm. Et ici, maintenant, nous, la Convention de Singapour, elle est entrée en vigueur en septembre 2020. On a 55 signataires et peut-être 9 États qui l'ont ratifié. Donc, tu sais, des fois, ça commence un peu plus, tu sais, ça commence plus doucement. Donc, moi, je suis, comme tu l'as annoncé en introduction, moi, je suis membre du comité consultatif. Donc, qu'est-ce que c'est le comité consultatif? C'est que c'est chaque État, donc le Canada, le Mexique et les États-Unis, ont une dizaine de représentants de citoyens privés. Donc, on n'a pas de lien avec le gouvernement. Le gouvernement, c'est des citoyens privés qui connaissent la médiation, qui font de la médiation. On a des professeurs, on a des juges, on a des praticiens, on a, toutes sortes de personnes. Et là, on a des sous-groupes. Donc, il y en a qui travaillent sur l'arbitrage. Moi, je travaille sur la médiation beaucoup. Des gens qui travaillent, et ce qu'on fait, c'est qu'on propose des initiatives. Donc, une des initiatives que le sous-groupe de médiation a proposé, que le comité consultatif a adopté, qui a proposé, c'est l'adoption, justement, c'est d'être signataire et de ratifier la Convention de Singapour. Donc, on était très fiers de cette grande avancée-là en septembre, mais là, ça a été, là, le processus qu'ils vont faire, c'est que ça va être recommandé instances politiques des 3 pays écoutez, ben, regardez, il y a cette convention-là, notre comité consultatif nous le propose. Est-ce que vous seriez disponible est-ce que vous voudriez enclencher le processus? Okay. Et là, après, le comité l'a proposé au Canada, mais il l'a proposé aussi au Mexique et aux États-Unis. C'est un comité en fait, des 3... Exact. Ce qu'ils font, c'est que le comité consultatif regroupe des citoyens privés de chacun de ça. Puis bon, on a des gens qui nous aident, par exemple, pour juste nous expliquer, ah oui, mais ça, on peut le faire, ça, on ne peut pas le faire. Mais tu sais, ça reste un mouvement, si on veut, de personnalité, de personnes privées. Et là, nous, on fait cette recommandation-là et ça s'en va à la commission de libre-échange et elle le recommande aux 3 pays en tant que tel. OK. Donc, c'est vraiment... OK, c'est une recommandation globale pour tous ces pays-là. Et puis... chaque pays étant libre de la mettre de la retenir ou non, mais nous, on fait la recommandation. Écoutez, on pense que ce serait un bon mouvement, on pense que ça nous aiderait, on pense que ça aiderait à promouvoir la médiation et par les modes alternatifs de règlement des différents. Mais là, après, c'est plus dans nos mains, mais au moins, vous avez fait vos devoirs. Ben c'est ça, on a fait nos devoirs, on a lancé la recommandation. C'est ça. Puis, ce que j'ai vu, c'est qu'un État peut adopter, mais elle peut faire des réserves aussi. Un État peut dire, ben oui, ça s'applique pour nous, mais pas avec les contrats, mettons, exemple, les contrats avec... les contrats publics, par exemple. Les contrats publics, oui. Exact, oui. Donc, ils peuvent faire... En fait, ce qu'on se disait, c'est que la Convention de Singapour, ben, c'est le fun pour le commerce international, mais ce n'est pas une convention qui a des gros enjeux environnementaux. On ne parle pas d'armement nucléaire, on ne parle pas d'enjeux, des enjeux énormes. Là. Ce n'est pas une convention qui, comment je dirais ça, qui est si engageante que ça pour les États. En fait, c'est que les États facilitent pour leurs citoyens, pour leurs commerçants, le commerce. Mais donc, je pense qu'on a peut-être une grande chance que ça soit adopté parce que si tu me dis qu'à la Convention de New York, il y avait 50 signataires, puis là, on est déjà rendu à 50 signataires, puis on a traversé la pandémie.
On a eu la pandémie à travers de ça, où on avait beaucoup d'autres chats à fouetter. Ben, on peut penser que ça va rallier beaucoup de... Mais c'est ce qu'on espère, parce que ce n'est pas une convention qui est très controversée, elle n'est pas très contraignante. Mais Non. encore là, pourquoi l'agenda législatif des pays sont débordés, il y a beaucoup de lois qu'on veut passer, est-ce que ça va être une priorité ou non? Puis on a toujours cette méconnaissance du processus de médiation. Genre, encore. Ça c'est quelque chose, hein? On oublie ça. La Ouais. méconnaissance de la médiation. Ouais. J'ai l'impression que parce qu'on est dedans, c'est comme si on pense que tout le monde connaît la médiation, mais c'est pas vrai. Oui, puis ça, c'était une discussion que j'avais avec des collègues qui me disaient, mais OK, la médiation, oui, je dis, mais nous, on connaît ça, mais on n'a pas besoin de médiation, on est capable de se parler. Mais non, oui, mais encore, tu sais, Ouais, c'est vu comme un grand processus, la médiation, alors que des fois, c'est pas énorme. Il y a tout ça. Il y a des médiations, parce qu'on va être bon, ça va être plus difficile, il faut qu'on soit plus interventionniste, mais il y a aussi des médiations où c'est juste pour donner un cadre neutre et les personnes vont se parler et puis on n'intervient presque pas. Des fois, c'est presque si je n'ai pas les bras croisés. Mais ça dépend. Mais cette méconnaissance-là, on n'a pas besoin d'aller se parler devant quelqu'un. On est capable de se parler entre nous. c'est ça. C'est ça. Mais des Je fois, pense qu'on voit pas, Mhm. souvent, on ne voit pas la plus-value, en tout cas la méconnaissance du processus, parce qu'on m'a déjà demandé comme médiatrice, est-ce que tu vas rendre une décision? Je dis non. Est-ce que tu vas me faire des recommandations? Mais là, ça dépend du type de médiation que tu fais, puis des attentes, puis tout ça. Exact. Donc, ça reste qu'il y a encore beaucoup d'enseignements à faire et d'éducation. Et puis là aussi, j'aimerais ça qu'on en parle ensemble, on s'en est parlé. On n'a pas fait une distinction entre conciliation et médiation. Oui. Alors ça, parce que j'ai vu dans la Convention, quand même, dans le préambule, il parle un peu de conciliation, mais rapidement, on parle de médiation. Qu'est-ce que tu en penses, toi, de ça, de cette non-distinction? Oui, je sais qu'il y en a des gens qui la font, cette distinction-là, conciliation, médiation. Moi, je vais tendre plus de l'école de dire que la conciliation, c'est une forme de médiation, puis de rentrer dans la médiation parce que, comme je disais, pour moi, il y a différents types de médiation. C'est pas la même médiation avec tout le monde. Il y a des médiations où on est plus interventionniste, il y a des médiations où on n'intervient presque pas. Il y a des médiations où est-ce qu'on doit prendre une pause, recommencer une autre journée. Il y a des médiations qu'on doit arrêter. Il y a des médiations où on parle plus, on fait peut-être plus de recommandations. Il y en a où on n'en fait pas, dépendamment du type. Donc, pour moi, c'est de la médiation. Donc, faire une distinction conciliation, médiation, je trouve qu'on coupe, on sépare trop les processus. Parfois, oui, c'est déjà, juste... Oui. Vas-y. Peut-être qu'aussi de dire ça fait en sorte que on a déjà de la misère à expliquer la médiation, puis à faire connaître la médiation. Puis si on ajoute le mot conciliation en plus, moi, je suis de ton école parce que j'enseigne la médiation au barreau du Québec, puis je dis souvent aux gens, mais écoutez, les techniques que je vous enseigne, que vous fassiez de la médiation, de la conciliation, pour moi, vous allez utiliser les mêmes techniques de reformulation, de critères objectifs, vous allez chercher les buts communs, vous allez chercher des trucs, tout ça. Je sais que dans une certaine école, on dit que quand on fait de la conciliation, le médiateur est plus comme recommandation, puis il va plus amener lui-même les solutions. Mais en tout cas, ce qu'on retient, c'est que la Convention de Singapour, elle n'a pas retenu ça. Elle a dit c'est de la médiation, que c'est pas enfargé peut-être dans les fleurs du tapis. Puis j'imagine, mais là, on n'était pas là, j'imagine aussi qu'il y a dû avoir des longues discussions sur médiation, conciliation, puis on penché à quelque part. On peut la faire, la distinction. Je veux dire, s'il y a des gens qui sont plus à l'aise de la faire, mais pour moi aussi, dans le fait, puis je rejoins beaucoup Louise Otis, là, qui était de cette école-là, qui disait, ben, c'est parce que si on fait trop de distinctions, déjà que le processus, comme tu disais, est méconnu, puis en plus, on va rajouter une autre décision. Parce que nous, on est rendu aussi, nous, on est baigné là-dedans, on est plongé dans ce... Mais pour quelqu'un pour quelqu'un qui a sa compagnie, qui a sa PME, qui arrive, que lui, tout ce qu'il veut, c'est qu'il y a un litige avec son fournisseur, puis tout ce qu'il veut, c'est de régler le litige. On appelle ça de la conciliation, on appelle ça de la médiation. Lui, ce qu'il veut, c'est une solution. C'est ça, exactement. Oui. Exact. Oui. Et parfois aussi, parce qu'on disait, c'est bon, la distinction conciliation, médiation. Pour moi, comme tu dis, c'est les mêmes techniques. Peut-être que des fois, le problème, c'est pas sur le fond. Des fois, puis souvent, en médiation, c'est fascinant de voir comment les gens, ils veulent des fois la même chose, mais pas pour les mêmes intérêts. Ou des fois, c'est juste une question, c'est le ton, c'est la formulation. Mais tu sais, j'aime pas comment il me parle. Ou j'aime pas comment, tu sais, je trouve que, tu sais,
c'est arrogant. Je trouve qu'il ne me respecte pas. Des fois, c'est beaucoup de ces éléments-là qui n'ont rien à voir sur le fond, mais pour moi, ça rentre dans la médiation. Et que c'est du national ou de l'international. Exact. Ça ne change pas. Le conflit est entre des deux êtres humains, là. Mais en même temps, à l'international, on peut avoir des contrats de millions de dollars. Oui. Toi, tu fais des arbitrages dans des enjeux énormes, des millions de dollars. Est-ce que ça t'impressionnait? La première fois, oui. Quand tu fais 40 millions, tu te dis, OK, je suis mieux de pas. Oui, tu sais, de millions, 40 millions de millions, tu te dis, OK, je suis mieux de ne pas me tromper. Mieux de pas me. Mais le chiffre est impressionnant, mais quand tu commences à regarder, ben, des chiffres, c'est des chiffres. Les problèmes sont les mêmes. Que ce soit une question de contrat, que ce soit une question de mauvaise exécution, que ce soit une question de. Un dossier de 15 000, un dossier de 40 000, ça va être la même chose à la fin de la journée. C'est juste le montant est plus gros, les enjeux sont plus gros, puis des fois, il faut juste prendre plus son temps pour s'assurer de bien décortiquer le dossier, mais puis il y a une composante qui est humaine, il y a une composante qui est monétaire, il y a une composante qui est légale, puis il y a une composante qui est de gros bon sens, si on veut, ou d'affaires, ou de bon, qu'est-ce qu'on fait maintenant de solutions. Donc oui, c'est impressionnant. Les premières fois que tu regardes, c'est impressionnant, mais une fois que tu commences à travailler un dossier, tu te rends compte que c'est la même chose. C'est la même chose qu'un dossier. C'est fascinant, hein? C'est fascinant de voir comment le conflit national, international, puis le conflit domestique que tu peux avoir avec ton conjoint, ton enfant, tout ça, c'est des enjeux qui se ressemblent, là, les émotions, les territoires, tout ça, là, c'est vraiment fascinant. L'ego, l'argent, ça revient, c'est juste que les sommes sont plus importantes. Mais à la fin de la journée, la technique est la même. Ça me fait penser, quand les premières fois que j'ai fait des médiations, puis j'avais des gens qui avaient des hauts postes, des sous-ministres, des gros postes, puis tout ça, j'étais impressionnée par les postes. Puis à un certain moment donné, rapidement, j'ai dépassé ça parce que je me suis rendu compte, ton poste, là, il n'y a rien à voir, là, quand tu vis un conflit, tu as les mêmes ingrédients que tout le monde, puis finalement, ça ne m'impressionne plus, les postes. Mais j'ai fait quelques dossiers de quelques millions, ça m'impressionnait, mais je ne me suis pas rendue à 40 millions. J'ai bien hâte. Parce que le chiffre est impressionnant, puis après, tu dis, OK, bon, correct, je peux passer à autre chose. Mais ça, on parlait, par exemple, d'un cas pratique. Donc, disons, exemple, un constructeur, un entrepreneur en construction qui est dans un pays signataire, l'autre pays signataire, on va rendre ça simple, il fait un travail et dans le fond, on sait qu'il faut qu'ils s'entendent pour venir en médiation. Quand on lit la Convention de New York, la médiation, c'est toujours libre et volontaire. Personne ne peut la forcer. Convention de Singapour. On ne peut pas l'imposer. Convention de Singapour, oui. Convention de Singapour. Est-ce que les gens mettent des clauses de médiation? Parce que je sais qu'ils mettent des clauses d'arbitrage. Tu fais de l'arbitrage international, puis tu t'agis comme secrétaire à l'international aussi. J'aimerais dire pour les gens qui travaillent avec M. Nabil Antaki, qui est un très, très grand arbitre au niveau international, que je salue. Peut-être qu'il va écouter cette conférence, mais quelqu'un qui a une expérience incroyable. Alors, c'est ça, là. Est-ce qu'ils mettent des clauses de médiation internationale? Tout dépend aussi de, quand tu négocies le contrat, tout dépend de combien tu connais la médiation internationale ou non. Donc, on a des gens qui vont mettre une clause, par exemple, on s'engage à, par exemple, on favorise la médiation. Puis il y a des clauses très, très détaillées avec déjà des fois un protocole de médiation, avec une référence. OK, mais nous, si on prend une médiation, on va se référer, voici la liste des médiateurs qu'on veut, ou on va se référer, par exemple, à la Chambre de commerce internationale pour nous trouver un médiateur. Bon, il y a des clauses plus détaillées. Il y a des clauses, des fois, où on n'en met pas, où on va strictement dans une clause d'arbitrage. On peut avoir des clauses d'escalade aussi, quand on négocie, après on s'en va en médiation, puis après on s'en va en arbitrage. Donc, après, ça dépend de comment les parties se sentent par rapport à ce processus-là. Des fois, sans dire, la médiation, pas vraiment besoin de ça, on va se parler, puis ça ne marche pas, on ira se parler devant nous. C'est ça encore la méconnaissance, la distinction entre négociation, médiation, on va se parler, on n'a pas besoin d'un médiateur. Puis des fois, je peux avoir des clauses très, très simples, des clauses que, je peux avoir des clauses complexes, comme on vient de dire, ou je peux avoir des clauses plus, on va privilégier le règlement, la médiation, le règlement alternatif des différentes. Puis après, je vais aller en arbitrage. Mais comme tu disais, c'est un processus libre et volontaire.
Donc, à n'importe quel moment, comme en droit interne, il faut que les deux parties veulent aller en médiation, il faut qu'ils comprennent la médiation et il faut qu'ils soient en mesure de se parler, de savoir qu'il y a un bénéfice à aller en médiation, que ce n'est pas une perte de temps. Alors, il faut, on sait, il y a des litiges qui ne se régleront jamais en médiation. Il y a des questions de principe que tu ne pourras juste pas aller en médiation. Donc, on n'ira pas là. Donc, oui, les parties peuvent toujours choisir d'y aller ou non. Puis même s'ils ne l'ont pas prévu dans leur contrat, ils peuvent décider d'y aller par la suite. Puis des fois, des fois, ils ne sont pas prêts. Hein. Des fois, les gens ne sont pas mûrs pour la médiation au tout début du litige. Ils sont trop fâchés. Ils sont en colère. Ils ne se sentent pas respectés. Ils sentent qu'ils se sont fait voler de l'argent. Ils pensent qu'ils se sont fait... Donc, ils ne sont pas prêts. Alors, des fois, on enclenche le processus. Puis des fois, la médiation, puis des fois, quand je suis avocate pour une compagnie, je leur dis aussi, peut-être que ce ne serait pas mauvais d'aller se parler en médiation. Peut-être qu'on peut le faire. Puis on est rendu à ce processus-là, puis on serait rendu peut-être à cette étape-là. Puis ça dédramatise, puis ça dit, OK, peut-être que là, on est rendu, regarde, on va aller devant le juge, le dossier est prêt, on a tout, il n'y a plus rien qu'on a à cacher. Pourquoi on ne va pas se parler en médiation? Mais des fois, les gens ne sont pas prêts à le mettre dans le contrat initialement. Parfois, ils le sont. Les gens qui sont habitués le mettent des clauses. Ah oui, ben là, on avait fait ça, j'aimerais ça qu'on le mette dans le contrat, on est prêt. Puis d'autres fois, c'est pas mis. J'ai l'impression, excuse-moi, mais j'ai l'impression que l'avocat à l'international, celui qui fait les contrats à l'international, parce que souvent, c'est des avocats qui sont là-dedans, qui négocient les contrats à l'international, c'est eux qui vont être les porteurs de la médiation, c'est eux qui sont les porteurs et qui vont influencer les clients à dire, peut-être que ce serait bien de mettre une clause de médiation. J'ai l'impression qu'ils mettent beaucoup de clauses d'arbitrage parce que c'est comme si tu ne peux pas exécuter, tu es mal pris, puis c'est un problème. J'ai l'impression que c'est peut-être je me trompe, là, mais j'ai l'impression que c'est comme un réflexe de mettre des clauses d'arbitrage, mais peut-être moins des clauses de médiation. Mais l'arbitrage, c'est un petit peu, puis ton exemple est intéressant là-dessus, parce que quand on fait des clauses d'arbitrage, une des raisons pourquoi les compagnies puis les sociétés voulaient aller en arbitrage, c'est parce que c'était un moyen adapté à leurs différents. Aller en cours, puis en médiation civile et commerciale, on veut garder nos secrets commerciaux. Donc, si je m'en vais en cours, c'est sûr que dans une cour de justice, tout est public. Mais là, devant un arbitrage, moi, je sais que ça va rester confidentiel, que mes secrets commerciaux restent mes secrets commerciaux. C'est le gros avantage. Oui, c'est ça. Et mes finances. Et mes finances. Les finances, il y a beaucoup de choses là, qu'on ne veut pas dévoiler, là, effectivement. Exact. Ouais. Donc, l'arbitrage s'est développé beaucoup par rapport à, OK, c'est un processus qui est confidentiel. Bon, on a des gens on peut choisir l'arbitre, donc ça peut être quelqu'un qui est un expert dans le domaine, quelqu'un qui est dans la construction. Des fois, je veux que ce soit quelqu'un qui soit à la construction, à l'opposé d'aller peut-être devant un juge qui a peut-être une très grande expérience, familiale, mais qui va comprendre qu'est-ce que je veux dire. Des fois, mon arbitre, ça peut être un ingénieur. Donc, il y a toutes sortes de... Il y avait cette expertise qu'on recherchait chez le décideur en arbitrage. Donc, l'arbitrage est devenu très, très populaire, surtout après la Convention de New York, qui te limitait le fait que une fois que tu as une décision, tu n'es pas obligé d'aller là. Tu sais que ta décision, elle va être entérinée sauf exception, donc, la médiation, un peu, c'est la même chose. Les avocats, comme tu disais à l'international, s'ils connaissent le processus de médiation, ils vont te suggérer. Ils vont vouloir, si tu sais que ça a fonctionné, tu vas le recommander à ton client. Mais encore, il faut que ton avocat connaisse le processus, sache jusqu'où il veut aller dans son processus, puis pourquoi c'est pas une mauvaise idée. Puis ça, c'est important j'allais dire, de faire connaître ce processus-là aux compagnies. Parce que plus ils connaissent ce processus-là, plus après, les avocats, oui, ont un très grand rôle à jouer là-dedans. C'est ça. Puis tu peux être un avocat, être persuadé de la médiation puis de l'intérêt à mettre une clause de médiation, mais ça ne veut pas dire que de l'autre côté, ton collègue de l'Australie va être aussi d'accord. Bien que l'Australie, apparemment, c'est assez avancé dans les modes de prévention de règlement des différends, mais il y a d'autres pays où peut-être que tu vas devoir travailler plus fort pour persuader ton collègue. C'est une négociation, quelque part, de mettre des clauses, puis certaines, puis de ne pas en mettre d'autres. Hein. Ça se fait à deux, tout ça, là. Exact. Ça. Puis là, après, c'est la négociation du contrat. Hein? C'est ça, exactement. Puis, ce qui m'intéressait aussi, c'est qu'on parle de
être médiateur à l'international. Ouais, Comment on fait pour être un médiateur à l'international? Comment ça se fait, cette affaire-là? Ah, écoute, pour être un médiateur à l'international, ça prend du temps et ça prend parce que c'est une question d'être c'est comme à l'interne. Je dirais, c'est un petit peu comme si on fait, c'est un peu comme être médiateur. Il faut être connu, puis il faut que les gens, tu sais, il faut être connu, puis faut être respecté, puis il faut être sur il faut que les gens sachent que, OK, ben, puis il faut être certain qu'on n'ait pas de conflit d'intérêt, qu'on soit Oui, impartial et puis indépendant. Donc, plus on est connu, mais c'est comme ça qu'on obtient des contrats de médiation à l'international. Parce que ce qu'on cherche, c'est que ben, le nom circule, en fait. Puis les dire, ben ouais, mais telle pourrait être médiatrice. Je l'ai eu dans tel cas, ça s'est bien passé. Ah, peut-être que telle personne pourrait être médiatrice. Ah, regarde, cette personne-là, elle a fait une présentation, elle était médiatrice. Donc, c'est comme ça que ça fonctionne beaucoup. Puis, souvent, ce qu'on a, c'est qu'après, ben, les gens se parlent. Les avocats aussi se parlent, disant, on a ben eu telle oui. médiatrice dans tel dossier, peut-être qu'elle pourrait vous aider. Donc, c'est beaucoup de bouche à oreille, c'est beaucoup parce que c'est à l'international, c'est vaste. Hein? On peut faire des médiations partout. Hein? On peut en faire Ben, une, je peux en c'est faire une ça. avec l'Australie, je peux en faire une avec le Danemark. Il y a la langue aussi. Il y a la Oui, langue, ça, beaucoup c'est un autre enjeu. La langue, pour le médiateur, c'est presque une obligation d'être parfaitement bilingue. Au moins, l'anglais, j'imagine que l'anglais, est-ce que c'est la langue de l'arbitrage d'anglais ou est-ce qu'on peut dire que ça peut être la langue de la médiation? Ben, encore là, ça va dépendre des parties. Tu sais, l'anglais, c'est la langue des affaires, donc c'est très, très répandu. Mais tu sais, Oui. peut-être en deux compagnies, tu sais, entre une compagnie au Québec et une compagnie en France, avoir un médiateur qui parle français, ben, ça va peut-être être plus simple. Oui, Mais oui, peut-être ça, qu'avec j'en une conviens. médiatrice, Oui, oui. mais peut-être qu'avec quelqu'un avec l'Australie, puis quelqu'un avec, j'essaie de trouver un autre pays en Espagne, ben peut-être que là, on pourrait peut-être regarder quelle est la langue qui pourrait. C'est quoi la langue qui va faciliter les échanges? C'est ça qu'on veut chercher. Mais c'est sûr que ça joue un critère aussi. Puis Oui. parfois, on ne veut pas quelqu'un à l'international, dépendamment des critères, ça peut être toutes sortes de choses. Mais je veux pas quelqu'un qui soit, par exemple, je veux pas quelqu'un du même pays que l'autre, Ah, qu'une des ben parties. oui. Je veux quelqu'un d'un autre pays. Pourquoi? Parce que je veux vraiment que la différence culturelle elle soit prise. Puis ça c'est un autre enjeu quand on veut devenir médiateur à l'international. Il faut, comme pour être arbitre à l'international, faut être conscient qu'il y a des différences culturelles, puis il faut prendre en compte ces différences culturelles. Oui, Et il faut parce être que capable de. selon ta culture, c'est selon ta culture, tu ne vas pas t'exprimer pareil, tu ne vas pas négocier de la même façon. D'autant plus qu'en médiation, c'est le lieu d'expression des parties. En principe, ça devrait être elle qui parle le plus, mais là, c'est peut-être différent parce que c'est à l'international et les avocats interviennent plus, mais je pense qu'en arbitrage international, ça doit être surtout les avocats qui interviennent, Oui. non? Ouais, en arbitrage international, c'est comme dans un arbitrage à l'interne ou comme devant la cour, c'est Ça, les arbitres parce que tu sais, ton arbitre va rendre une décision. En médiation, techniquement, on prend le même rôle qu'en médiation interne, c'est les parties qui se parlent. Parce que c'est ça. tout dépend du but qu'on veut donner à la médiation. Est-ce que c'est de solutionner un conflit qui existe pour ne pas aller en arbitrage ou est-ce ce qu'on veut, c'est maintenir la relation d'affaires? Donc, Mhm. dépendamment de quel est l'objectif de la médiation, ça se peut que tes parties vont prendre une beaucoup plus grande place que tes avocats. Mais tes avocats doivent quand même, il faut les voir comme des alliés, il faut qu'ils comprennent le processus de Tout à médiation, puis il fait. faut qu'ils puissent aider. Eux autres vont aller parler à leur partie, ouais, mais peut-être que c'est pas. C'est une bonne entente, ça. Peut-être on aurait quelque chose d'équivalent quand on s'en va en arbitrage, ou peut-être que ça Mhm. vaut la peine, il y a tel risque, il y a tel risque. Donc, ça doit devenir des alliés des parties, mais ça reste la médiation des parties. Tout à fait. Puis là, on parlait de la langue ou l'appartenance d'une partie à un pays qui serait vraiment en dehors des deux pays qui seraient en conflit, là, des deux commerçants de pays différents. Mais on pourrait faire de la comédiation aussi. Moi, il me semble que je vois que dans l'international, la comédiation peut être drôlement intéressante. Oui. Tu sais, avec une partie qui a la langue ou qui maîtrise la langue d'une des deux parties, par exemple, c'est l'espagnol ou parce que je me dis, à quelque part, elle peut peut-être avoir des subtilités ou des trucs. Il me semble que ça serait intéressant, la comédiation là-dedans. Ouais, moi, je pense que oui. J'en ai pas fait de comédiation avant, mais je pense que oui, parce qu'il y a des fois où on ne saisira pas comme médiateur peut-être tout l'enjeu culturel ou non. C'est Et ça? c'est intéressant de parler avec un co-médiateur
ou même que ce ne soit pas l'enjeu culturel, que ce soit, ça va être une question socio-économique, peut-être que ça va être une question. Et là, on se parle, OK, ben peut-être que le problème est là, on peut développer une intelligence collective un peu, puis ça nous rend plus forts pour faire de la médiation puis pour solutionner le problème. Oui. Oui. J'avais fait un webinaire qui est sur la chaîne YouTube sur justement la comédiation et on a dit, ce qui est ressorti, les experts ont dit, c'est que ça donne aussi une plus grande image d'impartialité et de neutralité, le fait qu'il y ait des comédiateurs. Oui, exact. Ça donne la confiance aussi, parce que moi, je pourrais être avocat et je pourrais m'allier avec un ingénieur. Par exemple, si on faisait une médiation dans le domaine de la construction, ça pourrait être un médiateur ingénieur, moi je suis avocate, donc ça instaure quelque chose, je pense, qui peut être intéressant. C'est intéressant ce que tu dis parce que ça instaure la confiance dans le processus. Oui, ça, c'est important. Il faut que les parties sentent que le processus, il est crédible, il est impartial, que ce n'est pas un coup monté. Parce que ça, on l'entend des fois, hein? On l'entend. Ah, ben oui, mais là, tu sais. Mais non, c'est un processus qui est crédible. Et ça, si on donne confiance dans le processus, ben, on favorise la médiation. Et on favorise le règlement à l'amiable des différends. Et ça, je pense que c'est crucial. C'est ça le but, en fait, de la Convention de Singapour, c'est d'avoir des outils pour favoriser des règlements de conflits à l'amiable. Tout ça. Donc, l'importance de la confiance. Puis, comme médiateur, ce qu'on dit dans le fond, puis ce que j'ai bien compris, c'est que ça te prend un réseau, il faut que tu te fasses connaître. Tu peux être un médiateur à l'international. C'est quelque chose, une carrière de longue haleine, sûrement, avant de dire, ben, je vais faire des conflits à l'international. Puis, il y a déjà des gens, par exemple, des juges à la retraite, déjà des gens qui sont très impliqués au niveau international, qui sont peut-être des écrivains ou des penseurs ou peu importe, qui ont déjà de la notoriété, qui pourraient déjà peut-être avoir un pas d'avance sur d'autres médiateurs à l'interne qui décideraient. Donc, peut-être que je m'ouvre un bureau demain matin puis j'écris médiatrice internationale, ça peut être long. Une question ça n'enlève rien à tes compétences, mais c'est la même chose. C'est juste la réalité. Je suis sûre que Louise Otis, c'est sûr que le téléphone décroche en premier bien avant Sally Haider-Ali, et c'est tout à fait correct et normal. Parce qu'il y a aussi, il y a toute la carrière aussi. Hein, c'est des gens aussi qu'on appelle qui ont de l'expérience. Donc, des fois, on les appelle plus tard, une fois que, tu sais, ils ont été juges, ils ont été, bon, ben là, on les appelle, puis là, ce qu'on veut, on veut régler, donc on veut quelqu'un qui a une notoriété, on veut quelqu'un qui a de l'expérience, qui est capable, puis on paye le médiateur aussi. Donc, tu sais, on veut s'assurer que la personne qu'on engage, elle va vraiment nous aider parce qu'il n'y a rien de pire qu'une médiation qui ne fonctionne pas. Puis ça, moi, j'en ai récupéré de temps en temps des médiations où le médiateur n'a rien fait. Ou le médiateur... Ou le médiateur a laissé trop aller. Oui. Ou un médiateur qui a dit, ben, parlez-vous. Oh, ben là, écoute, c'est parce qu'il n'a pas fait son travail. Moi, ça, c'est dur aussi de récupérer une médiation. Tu tombes le deuxième médiateur, puis qu'est-ce qu'il va faire? Qu'est-ce que vous allez faire de plus que le premier médiateur? On a beaucoup perdu de confiance. Puis là, pour un médiateur, rattraper le coup, là, c'est pas facile. Puis le danger aussi que je vois, c'est que, mettons, disons qu'une personne à l'international qui connaît pas trop la médiation, qui finit par accepter le processus en se disant, ben, il y a tellement d'avantages, puis qu'il y a une mauvaise expérience. Puis après ça, elle va passer à la médiation, puis elle va dire non. Tu sais, elle ne sera pas ouverte parce qu'elle a eu une première mauvaise expérience. Et ça, c'est dommage, mais ça arrive. Mais, puis, il va y avoir de la résistance à le remettre dans un contrat. Tu sais, on parlait du contrat. Puis après, à l'international, c'est une question de coût aussi beaucoup. Tu sais, on l'a à l'interne aussi, mais c'est aussi beaucoup une question de coût. Si moi, ça va me coûter 5 000 pour aller en médiation, puis que ça va pas nécessairement, puis j'ai que ça s'est mal passé, puis que je suis mieux dans le monde d'aller en arbitrage, je vais attendre 1 an de plus, mais moi, je suis sûre que j'ai pas, il y a ce sentiment-là aussi, puis je ne sais même pas si mon accord de médiation, s'il ne respecte pas, puis j'ai un rein. Tout ça, à l'international, c'est des coûts, beaucoup de coûts, c'est pas comme bon. Ouais. C'est pour ça que la Convention de Singapour vise à diminuer, si on veut. Puis, mais là, on a la visioconférence maintenant. C'est-à-dire, c'est pas qu'on ne l'avait pas avant, mais à cause de la pandémie mondiale, et là, tout le monde, ben, j'imagine, et là, peut-être que vous allez me faire le pendant avec l'arbitrage, qu'est-ce qui se passe en arbitrage international? Est-ce que vous faites de plus en plus de visioconférences? Je sais qu'à un moment donné, on voulait juste faire du présentiel. Je me souviens que Maître Antaki se déplaçait dans les pays, puis il présidait au niveau, il fallait qu'il soit en présence, mais maintenant, est-ce que ça a changé pour vous à l'arbitrage? La visioconférence aide beaucoup.
en arbitrage qu'en médiation, parce qu'on peut faire, si on garde dans l'optique que c'est dans le domaine commercial, que les gens ne veulent pas perdre leur argent, que les gens veulent rentabiliser leurs coûts, la médiation aide la médiation par visioconférence ou l'arbitrage par visioconférence aide beaucoup. Moi, il y a des cas où j'ai rendu une décision en étant simplement en visioconférence. Il y a des cas, par exemple, où, quand il y a beaucoup, beaucoup de documents, quand c'est des cas de longue haleine, 5 jours sur Zoom pendant 10 heures, c'est long. Donc, on veut peut-être garder ça en présentiel, mais ce qu'on peut faire, c'est qu'il y a des conférences préparatoires, tous ces aspects-là, on peut les faire avant par visioconférence, fait que ça réduit les coûts des parties. La médiation, c'est la même chose. Si je fais peut-être une médiation de longue haleine, puis je fais peut-être quelques sessions par visioconférence, ça aide. Puis là, je pourrais peut-être en faire une en personne, tout le monde ensemble, parce que c'est vrai que c'est différent de la faire en personne versus d'être en personne. Donc, dépendamment des cas, moi, ce que je te dirais, c'est que c'est sûr que ça aide. Puis il y a des cas après qu'on peut regarder. Je pourrais peut-être juste le faire en visioconférence. Il y a des fois que je pourrais le faire hybride ou il y a des fois où c'est vraiment mieux que je sois en présentiel. C'est drôle parce que je dis la même chose au niveau national. Je dis la même chose au niveau national, mais en même temps, moi, je me disais qu'au niveau international, j'avais l'impression que la visioconférence devait avoir pris beaucoup plus de place parce que les coûts sont élevés. Là. Oui. Ça peut être le fun aussi d'aller au Danemark faire une médiation. Ça m'intéresserait, donc. Avis aux intéressés. C'est le temps de voyagement, puis les aéroports, tout ça, c'est de l'énergie aussi. Là. C'est des coûts, mais c'est aussi de l'énergie puis du temps d'investi du médiateur. Oui, c'est ça. Du temps, puis des parties aussi, parce que, tu sais, s'ils font des affaires dans des parties du monde qui sont différentes, puis là, il faut qu'ils aillent faire de la médiation, puis là, on n'est même pas certain de l'issue de la médiation, puis on a donné tout ça, puis après, on s'en va quand même en arbitrage. C'est ça qui vient aussi. Fait que c'est toujours c'est un jeu d'équilibre qui est difficile. Il n'y a pas de réponse exacte. Mais moi, c'est vraiment, ça va être à la discrétion du médiateur. Est-ce que je m'en vais? Est-ce que ça vaut la peine? Puis les parties, où est-ce qu'elles se situent aussi? Il y a des parties qui vont dire, moi, je veux, pas vrai qu'on va faire un voyage pour aller. Mais peut-être que si on se dit, on pourrait l'essayer juste avant d'aller à l'arbitrage. On pourrait faire, il y a des manières de le combiner des fois. Puis des fois, on a une bonne idée quand on est en visioconférence aussi. Oui, c'est ça, c'est ça. Parce qu'il y a quelque chose que tu as mentionné, mais ça se passe aussi au national, puis je pense au national ou international, c'est que les gens nous disent parfois, moi j'ai entendu, oui, mais si on va en médiation puis on ne règle pas, donc on va avoir dépensé de l'argent pour rien, ça ne va rien donner, ça va vous coûter encore plus cher, puis après ça, on est obligé d'aller en arbitrage. Alors moi, souvent, je dis aux gens, écoutez, c'est un beau risque. Si on pense qu'on peut régler dans 70% des cas en médiation, là, tu vas me dire où est-ce que je prends mes données, mais écoute, je pense que c'est un chiffre qui est raisonnable, 70% quand on lit la littérature, tout ça. Disons, il reste un 30% que oui, ça se peut qu'on arrive dans une impasse. C'est quand même un beau risque. Puis après ça, vous pouvez aller en arbitrage. Mais ça ne veut pas dire qu'une fois qu'on a décidé d'aller en arbitrage, qu'on ne peut pas revenir en médiation. Puis tu sais, c'est comment que c'est. Hein? J'imagine que comme en arbitrage, comme dans les procès, des fois, il y a des négociations de dernière minute. Il y a toujours des négociations de dernière minute. Il y en a toujours. Puis ça, c'est pour ça que les avocats négocient jusqu'à la dernière minute du procès, même des fois durant un procès. Moi, j'ai déjà réglé un dossier après 2 jours d'audience, 3 jours d'audience sur 5. Là, donc, oui, on en a des. On négocie toujours à la dernière minute parce que là, les informations, mais peut-être que finalement, je me rends compte que, bon, mais en médiation, c'est un peu la même chose. C'est le risque qu'on fait. Est-ce que 50, 70 mais on a beaucoup de cas qui peuvent se régler. Moi, il y a des cas, je ne pensais pas qu'ils vont se régler en médiation, qui se règlent. Il y a des cas, tu te dis, OK, oublie ça, ça ne fonctionnera pas. Mais l'important, c'est de le regarder assez rapidement. Puis c'est pour ça que la visioconférence devient très intéressante en médiation internationale, parce que là, le risque, tu le réduis, le coût financier du voyage, du temps, tout ça, mais là, il est réduit. Donc, puis après, on peut regarder, mais peut-être que ça vaut la peine d'en faire une en personne, parce qu'on est rendu plus proche. Mais là, à ce moment-là, les parties sont plus ouvertes à le faire parce qu'ils se sont dit, OK, mais ça a donné quelque chose jusqu'on est. Et on en revient au but de la médiation. On a avancé. Des fois, c'est des petits pas, hein? C'est de faire des premiers petits pas, puis de créer l'espoir. Puis là, on a créé l'espoir, puis là, on se dit, OK, on a des chances, fait qu'on avance, tout ça. Parce que dans le fond, au niveau interne, on va parfois régler la semaine avant le procès ou le matin du procès,
Mais j'entends qu'en arbitrage, l'arbitrage fait le même effet sur les gens parce que dans un arbitrage, c'est un tiers qui va décider. Tu veux gérer le risque. Fait que, dans le fond, tu fais une médiation qui a peut-être l'air d'avoir été dans l'impasse. Tu es au niveau international, l'arbitrage s'en vient, ça s'en vient, ça s'en vient. Oups, tu renégocies. Et donc, la médiation va avoir été utile, même si ça n'a pas été... Ben, oui, parce qu'à l'international, je dis des fois aussi la même chose qu'à l'interne. Hein, je leur dis, quand vous négociez devant un médiateur, c'est la solution des parties. Quand vous allez devant un arbitre ou devant un juge, vous n'avez plus de contrôle sur la solution. La solution est entre les mains d'un tiers. Le rôle d'un médiateur ici, c'est de faciliter. Et à l'international, c'est la même chose. Et c'est ça qui est intéressant avec la Convention de Singapour, c'est que ça vient dire, puis là, il y a tous les critères dans la Convention de Singapour. Oui, il y a des critères, on oublie de les mentionner. Là, ben oui, qui dit les conditions, la preuve, est-ce que l'accord est signé, est-ce que j'ai la signature du médiateur, est-ce que est-ce que mon document est signé indique que la médiation a eu lieu? Et tout ça fait en sorte que quand je me présente, en fait, quand je me présente, le but de cette convention, c'est de légitimer, de faciliter l'exécution. Mais après, ça va beaucoup mieux. Mais oui, regarde, c'est ça qu'on a dit en médiation. C'est ça, c'est ça. Parce que dans la convention, on n'en a pas parlé beaucoup, puis j'invite les gens à aller chercher le texte. On voit que ça prend une entente écrite, ça prend un règlement, un accord écrit, oui. Ça prend la preuve qu'il y a eu une médiation. Exact. Puis là, il y a différentes façons de le prouver. Ça peut être signature du médiateur, un rapport de médiateur. En tout cas, il y a différentes affaires qui peuvent être faites. Puis il y a des motifs aussi que le tribunal pourrait dire non, on ne va pas entériner cette convention-là. Le tribunal, il y a une discrétion quand il reçoit l'entente. Le règlement d'accord, il y a quand même une discrétion, puis il peut le regarder, là, plusieurs points. Puis un point qui m'a intéressé, c'est que si le médiateur a manqué d'éthique, ou si un médiateur n'a pas été dans les règles de l'art, ben ça pourrait que le tribunal refuse l'accord. Oui, puis ça, c'est un peu comme la Convention de New York qu'on a limité à l'article 5 de la Convention de Singapour. Les motifs de refus pour émettre la demande, pour dire ben, pourquoi je refuserais de reconnaître l'article de médiation. Ben, les parties, est-ce qu'elles étaient incapables? Est-ce que c'est contraire à l'ordre public? Est-ce que ça a été modifié ultérieurement? Est-ce que les conditions dans l'accord, est-ce qu'elles ne sont pas claires? Est-ce que ce serait, si j'admettrais la demande, en fait, est-ce que ce serait contraire au terme même de l'accord? Est-ce que mon médiateur a manqué? Est-ce qu'il a été, par exemple, est-ce qu'il y avait un conflit d'intérêts et qu'il ne l'a pas dénoncé, par exemple? Oui. Donc, tout ça, c'est l'indépendance, l'impartialité, tous ces éléments-là font en sorte que on pourrait s'opposer à ça. Oui. Le temps passe drôlement vite. Oui. Je vais peut-être y aller sur une dernière question. Comme on sait, là, il reste encore beaucoup de pays qui doivent signer. Je pense qu'il y a encore beaucoup de travail à faire. Toi, ce serait lequel, selon toi, là, le travail à faire pour faire que la médiation commerciale internationale puisse se répandre davantage? Ce serait quoi, d'après toi? Moi, je pense que ce qui est important, c'est que ce processus-là soit connu, soit démystifié. Et ça, le rôle des avocats, des avocats, puis à l'interne, c'est d'en parler. C'est d'en parler aux parties, c'est d'expliquer c'est quoi le processus. C'est de dire, mais la médiation, c'est pas si complexe que ça. Tu parles devant une troisième personne. Puis oui, des fois, on a besoin de se parler devant quelqu'un. On ne peut pas régler ça entre nous parce que des fois, on dit quelque chose qu'on n'est pas supposé. Donc, c'est l'importance de faire connaître ce processus-là, de le démystifier, de le montrer que c'est un processus qui est flexible. C'est pas complexe de la médiation. C'est pas contraignant. On a tout en fait, c'est de l'éducation. Moi, ce que j'entends de toi, c'est de faire connaître, c'est encore de faire de l'éducation auprès des commerçants, mais auprès des avocats aussi, parce que les commerçants, eux, ils se fient à leur avocat, puis ils n'ont pas le temps de faire du droit, puis des clauses. Eux autres, ils font leur entreprise, ils sont concentrés sur leur entreprise. C'est des gens d'affaires. Oui, mais c'est ça. Il faudrait travailler avec surtout les avocats à l'international. Je te dirais les deux, les avocats puis les commerçants. Puis les commerçants, de leur dire, c'est pas complexe. Là. On n'est pas là pour se parler pendant des heures puis qu'on n'aura pas de solution. L'idée, c'est de se parler pour trouver une solution pour que vous puissiez retourner à vos affaires. C'est ça. Mais des fois, c'est comme ça, il faut le démystifier, non pas seulement avec les avocats, oui, mais aussi les avocats en rôle à jouer, mais aussi auprès des commerçants. C'est juste, on ne va pas se parler pendant des heures. C'est pas vrai qu'on va être là pendant 3 jours s'il n'y a pas de solution. Là, on va se parler. C'est ça l'idée, c'est de voir est-ce qu'on est capable de trouver un terrain d'entente, puis voir quand est-ce qu'on est mûr pour le trouver, le terrain d'entente.
Mais sais-tu, Saléa, je viens de réaliser que peut-être que notre webinaire va servir à faire J'espère. ça. Oui, 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 j'espère. bravo! Ouais. On vient de faire œuvre utile. Ben, j'espère. Wow! J'espère. Oui, Parce que j'espère que c'est intéressant puis que ça démystifie un peu le processus de médiation à l'international puis la Convention de OK. Singapour. Hey, super. Hey, Saléa, je vais mettre en dessous de notre vidéo, je vais mettre toi, tu as ta boutique à toi, tu as un cabinet boutique, tu Oui, as pignon sur rue, tu es avocate, tu fais de l'arbitrage de médiation internationale. Donc, ça, je vais mettre ça en bas où on peut te rejoindre sur oui, ton adresse courriel ou ton site, là, je ne sais pas trop. oui, oui, je vais t'envoyer ça, donc ça va me faire plaisir. Ah, merci. Écoute, ma chère amie, merci beaucoup. Merci aux gens qui s'intéressent à l'international. Puis, bien écoutez, si on veut que ça se répande, c'est peut-être justement de partager cette vidéo. Alors, merci beaucoup et je te souhaite une excellente journée. Merci à tous. Merci d'être venus. Merci.